Et d'abord, les 4 vérités. Caroline Roux reçoit ce matin Juliette Méadel, la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Oui, elle se prépare à la commémoration du premier anniversaire du 13 novembre, un an après. La France vit avec les attentats tant bien que mal. Et l'État met les moyens pour accompagner les victimes et les familles de victimes. Bonjour Juliette Méadel. Bonjour. Alors à quoi doit servir cette journée de commémoration, le 13 novembre, un an après ? D'abord, c'est une journée pour les victimes, pour elles. Elles veulent évoquer évidemment la mémoire de ce qu'elles ont perdu. Elles veulent aussi que la France se souvienne. Et parce qu'on leur doit tous de la reconnaissance. On leur doit notre solidarité. Ce qu'elles vivent aujourd'hui est terrible parce qu'elles vont, à travers les récits, revivre ces tristes heures. Mais en même temps, pour certaines, c'est aussi un moment où il faut qu'on prépare l'avenir. Et beaucoup sont attachés à l'idée de se reconstruire. Quel sens vous voulez donner à cette journée ? L'idée que la France ne les oubliera jamais. Les victimes ne seront plus jamais seules. Nous souhaitons évidemment qu'il n'y ait plus d'attentats, c'est un truisme, excusez-moi de le dire, mais quand même, on c'est travaille. Bien de le dire, hein, vous savez. Oui, parce que je crois que c'est aussi le sens des politiques qui sont menées, c'est-à-dire qu'on fait tout pour éviter qu'il y ait d'autres attentats et le terrorisme n'est pas une fatalité. Ça veut dire que vous avez préparé l'organisation de cette journée avec les associations de victimes ? Oui, moi, depuis que le secrétariat d'État a été créé en février, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que c'est vraiment une politique qui est mise en place pour les victimes. Donc, elles sont au cœur des décisions que nous prenons. Et qu'est-ce qui va se passer alors, du coup ? D'abord, il va y avoir dimanche matin des plaques qui seront 6 plaques qui seront inaugurées sur les différents lieux des attentats, qui seront inaugurées avec les victimes, évidemment, en présence du président de la République et du Premier ministre, et je serai évidemment à leur côté. Ça sera très sobre, c'est-à-dire qu'avec la maire de Paris, il y aura le dépôt d'une gerbe, pas de discours et quelque chose de très très sobre. Pourquoi très sobre, vous insistez là-dessus ? Parce qu'il ne faut pas donner le sentiment qu'il y ait une forme de récupération d'un drame comme celui-ci, c'est ça l'idée ? C'est parce que c'est la demande des victimes et qu'on a vraiment à cœur de considérer et de faire que c'est pour les victimes. Donc ça doit correspondre à ce qu'elles attendent. Est-ce que c'est pour les victimes, ça on l'a compris, et bien évidemment, j'ai envie de vous dire, mais pour le pays aussi, il y a eu un traumatisme national après le 13 novembre. Vous dites qu'il n'y aura pas de discours. À un moment donné, pourquoi ? Parce que ça ne sert plus à rien, les discours ? Non, parce que le temps du discours n'est pas celui du 13 novembre. Il y a eu déjà le 19 septembre, comme vous vous souvenez, une commémoration pour l'année passée. Et puis, je crois que le sens... Bien sûr, les discours politiques, c'est important. Mais le sens, c'est aussi de se souvenir et que chacun puisse vivre, et chaque victime puisse vivre cette cérémonie en fonction aussi de ce qu'elle a vécu. Il n'y a pas que ce que je vous ai indiqué sur le dévoilement des plaques le dimanche matin. Il va y avoir le dimanche après-midi une autre cérémonie organisée par l'une des associations qui s'appelle Life for Paris sur le parvis de la mairie du 11e. Et puis il y aura un temps de travail auquel je participerai sur la question de la résilience, de la reconstruction, où avec Life for Paris également, nous réfléchirons à cette question de comment on se reconstruit sur le plan psychologique après un tel traumatisme. Vous parliez de traumatisme, c'est aussi ça le 13 novembre. Est-ce que vous aurez une attention particulière pour ceux qui sont encore hospitalisés un an après ? D'ailleurs, combien sont-ils ? Il y a aujourd'hui une vingtaine de personnes qui sont encore hospitalisées. Sur ces 20, il y en a 11 qui sont ce qu'on appelle en hôpital de jour, c'est-à-dire qu'ils ne dorment pas à l'hôpital, mais qu'ils viennent effectuer des soins. 9 qui sont encore à temps plein. Et puis, n'oublions surtout pas, ça ce sont des blessés physiques, qu'il y a aujourd'hui 600 personnes qui sont encore suivies pour des troubles psychologiques. Et j'insiste, les troubles psychologiques sont profonds et sont parfois invisibles, mais produisent des conséquences en termes de santé dramatiques. C'est ce qu'on appelle le psychotrauma. Il ne faut surtout pas le négliger. L'idée qu'un an après le 13 novembre, il y a encore 600 personnes qui consultent dans les services hospitaliers pour ces troubles et ces troubles post-traumatiques, c'est réellement significatif. Se pose justement la question de comment indemniser les victimes. Après la publication du livre blanc de 170 avocats de victimes, vous êtes prononcé pour la reconnaissance du préjudice d'angoisse et d'attente. On peut être victime parce qu'on a attendu des nouvelles d'un proche. Oui, mais il y a l'angoisse aussi, que vous ne mentionnez pas, qui est essentielle. L'angoisse, c'est quand vous êtes face au tueur, qu'il vous pointe son fusil sur la tempe, ce qui est le cas. J'ai entendu des témoignages saisissants de personnes qui ont cru qu'elles allaient mourir, c'est-à-dire qu'on voit la mort en face, certaines sont décédées et elles méritent d'être, leurs ayants droit méritent d'être indemnisés à ce titre. Et ceux qui ne sont pas morts et qui heureusement sont vivants vous racontent aujourd'hui, et c'est saisissant, comment
ils ont percuté la mort. C'est ce qu'ils décrivent. Les spécialistes de psychotrauma vous disent que dans votre existence, si un jour vous êtes face à l'idée que vous allez mourir, ça produit une mécanique psychologique qui peut générer ensuite des troubles physiologiques durables et eux profonds. se considèrent aujourd'hui comme des victimes. Ce sont des victimes, Ce sont des bien victimes. sûr, ce sont des victimes. Alors, pour ceux qui en font la demande, naturellement, certains ont été menacés de mort et ont l'impression que tout va bien. Et pour certains, tout va bien, et tant mieux. Pour d'autres, il faut entendre ce qu'elles vous disent et savoir que le choc post-traumatique peut se révéler plusieurs mois après la survenance des faits. Est-ce que ça veut dire qu'il faut en venir à une forme de barémisation de l'indemnisation des victimes? Certainement pas. Pour une raison simple. En France, nous indemnisons le préjudice intégralement. Le préjudice, ça veut dire quoi? C'est ce que vous avez subi, c'est le dommage. Par exemple, vous avez été menacé par un tueur. Vous n'avez pas de blessure physique, mais vous êtes choqué. Et puis, vous rentrez chez vous. Et un mois après, vous n'avez rien. 2 mois après, vous vous réveillez la nuit, vous n'arrivez plus à dormir. Vous n'arrivez plus à travailler. Vous ne mangez plus. J'en ai entendu des dizaines des cas comme ça. Vous êtes en état de choc post-traumatique. Vous devez donc être indemnisé intégralement pour votre préjudice. Mais le préjudice n'est pas le même en fonction des personnes. Il y a des personnes que ça choque un peu, d'autres beaucoup, et d'autres enfin pour lesquelles c'est beaucoup plus important. Quand vous êtes blessé, prenons le cas d'un blessé, puisque c'est aussi ça le sujet, vous perdez une jambe, hélas, il y en a. Si vous êtes coureur cycliste, le préjudice sera bien plus important que si vous êtes, par exemple, violoniste. Donc, je dis ça pourquoi? Pour dire que l'indemnisation du préjudice est fonction de chacun et qu'on ne remettra pas en cause en France l'indemnisation intégrale du préjudice. Un an après, est-ce que toutes les familles de victimes ont été indemnisées ou est-ce qu'il y a encore des contentieux? Aujourd'hui, il y a 1774 victimes directes et il y a 2800 dossiers de demande d'indemnisation qui ont été déposés devant le fonds FGTI qui indemnise. Sur ces 2800 dossiers, 90% ont déjà reçu des débuts d'indemnisation et certains, 280, des règlements définitifs. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire que l'indemnisation, c'est long. Ça prend du temps. Pas à cause du FGTI, non, pour une raison très simple. C'est qu'on ne peut pas vous indemniser si vous n'avez pas terminé de cicatriser. Si vous avez une blessure physique et qu'on veut vous indemniser, il faut qu'on sache quel est votre préjudice, c'est-à-dire si vous allez pouvoir retrouver l'usage, par exemple, de votre bras ou pas. Et pour le savoir, il faut du temps. Vous vouliez mettre en place un service public pour les victimes. Oui, ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que vous êtes en train de faire. Nous avons mis en place, par exemple, nous simplifions les formalités, puis nous accompagnons chacun, c'est ça qui est important, nous accompagnons chacun dans sa reconstruction, en l'aidant à trouver un logement, en l'aidant à faire respecter ses droits, à avoir sa carte d'invalidité, à retrouver un emploi et à être indemnisé. Après la peine, est-ce qu'il y a la colère, parfois, dans les victimes que vous rencontrez? Est-ce qu'il y a de l'amertume chez certains? Est-ce qu'il y a la volonté de comprendre? Il y a certains livres qui sortent en ce moment, notamment le livre de Philippe Cohen-Grillet, qui démontre, au fond, que la justice était au courant des menaces qui pesaient sur le Bataclan. Dès 2009, ce livre s'appelle « Nos années de plomb du Caire au Bataclan, autopsie d'un désastre ». Quand ils arrivent avec des thèses comme celle-ci, est-ce que vous sentez cette colère? Est-ce qu'ils viennent vous voir en vous disant est-ce que vous avez suffisamment anticipé? Est-ce qu'on a tout fait pour éviter le Bataclan ou les attentats du 13 novembre plus généralement? Après un tel drame, et je pense à Nice notamment, oui, bien sûr qu'il y a de la colère. Mais il y a de la colère pourquoi? Parce que c'est insupportable, parce que la douleur est insupportable. Et que quand on est dans ces situations, vous avez perdu un enfant, vous avez perdu une mère, vous avez perdu un père, vous avez 2 solutions. Vous êtes totalement anéanti par la peine, et puis certains sont en colère. Mais attention, moi j'encourage vraiment chacun à être très prudent et très responsable. Parce que dire, en réalité, on aurait pu faire autrement. Quand vous venez de perdre, quand vous venez de perdre un enfant et que quelqu'un vient vous dire « Ah bah vous savez, on aurait pu éviter sa mort », moi je vous dis, ça produit une chose, du désespoir. Ça rajoute de la douleur à la douleur. Ça veut dire que ces enquêtes-là ne servent à rien, c'est ça que vous voulez dire? Non, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'il faut être très prudent. Je dis que personne ne sait. Je dis qu'avec des si, on aurait pu mettre Paris en bouteille. Et je dis surtout que attention à ne pas rajouter de la douleur à la douleur. Ça ne sert à rien d'aller dire aux victimes, vous savez, en fait, votre enfant, il aurait pu ne pas mourir. Un mot sur le Bataclan. La musique sera de retour au Bataclan. Vous y serez peut-être, d'ailleurs, samedi au concert de Sting. Vous y serez? C'est pour l'instant un sujet sur lequel à l'étude, mais vous savez, surtout pour une raison très très simple, c'est que je crois que c'est vraiment un moment aussi qui doit être dédié aux victimes
et elles souhaitent que la musique revienne. C'est ce qu'elles nous disent. C'est-à-dire qu'elles veulent que la vie revienne. Elles veulent que la vie continue. Et c'est aussi pour ça que nous faisons tout ce qu'il faut pour que les cérémonies se passent conformément à leurs souhaits. Vous appréhendez de retourner là-bas ou pas? Si vous forcément, y allez, forcément un peu. Forcément un peu. C'est un moment difficile et en même temps, je crois qu'il faut que la vie recommence. Merci beaucoup, Merci Juliette à vous. Méadel. C'est à vous, William.